Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je suis avec Esteban, un des plus grands collectionneurs de Belgique de conifères. D'où vient cette passion pour les conifères? Ça a commencé tout petit, donc à l'âge de 4 ans, je collectionnais déjà les pommes de pin, j'allais ramasser des pommes de pin en forêt, donc je commençais avec ça dans des sachets pleins de pommes de pin. Puis alors, à 7 ans, pour mon anniversaire, je me suis acheté mon premier conifère qui était l'Araucaria du Chili, vraiment le vrai Araucaria, que j'ai planté dans le jardin de mon grand-père. Et puis de là, ça a continué, surtout le potager, les plantes. Et puis c'est vraiment en arrivant en 2015, en allant dans l'école d'horticulture, que là, la collection a commencé vraiment à prendre un autre niveau. Donc là, j'allais tout le temps en foire aux plantes, visiter énormément de jardins. C'est comme ça qu'on apprend le plus, qu'on voit le plus de végétaux. Et puis, trouver des raretés. Au début, c'était en foire aux plantes. Après, j'ai dû commencer à apprendre à multiplier moi-même mes plantes parce que trouver des végétaux rares, certaines espèces de conifères, c'était impossible, hormis à greffer soi-même dans des collections existantes. Donc ça, j'ai commencé avec d'abord 10 plantes, 50 plantes. Et actuellement, je pense que j'ai environ 800 à 1000 espèces différentes de conifères, donc des cultivars. Dans les feuillus, je pense qu'on est à environ 300-400 espèces différentes. Et je pense que j'ai déjà des plus grosses collections au niveau des espèces de pins. Donc dans les pinus, là j'en ai plus de 50 espèces différentes, réparties ici dans tout le terrain. Et j'en ai encore quelques-uns sur d'autres terrains en culture. Ici, on se retrouve donc sur un nouveau terrain. Donc c'est un terrain qu'on a acquis il y a 1 an et demi. Donc tout l'aménagement que vous allez voir, ça a été planté en mars 2023 sur cette partie ici de 5000 m². Donc cette partie-ci, on l'appelle le terrain des poiriers, parce que dessus, il y avait 24 poiriers existants. Donc c'est tous des légipons, hormis un Saint-Remy et une autre variété de poires inconnue à déterminer. Donc les poiriers, eux, ont plus de 100 ans. Donc je les ai complètement restaurés, donc montés dans chaque arbre, donc nettoyer tous les bois morts, accompagner leur descente de cime, parce que certains étaient remplis de bois morts, et donc complètement aussi les restructurer. Donc là, ils sont vraiment bien repartis, donc c'est vraiment top. Et donc sur ce terrain-là, je serais de l'aménager vraiment à l'anglaise. Donc dessus, on a replanté 2000 plants de charme qui vont faire des allées de 2 mètres de large qui sinuent en fait dans tout le terrain. Donc il y a environ 400 mètres d'allées dans celui-ci. Et l'autre partie que nous voyons donc ici sur votre gauche, là ça a été fait il y a environ 6 mois. Donc avec la pièce d'eau et toutes les nouvelles plantations datent d'il y a 6 mois. Donc ici maintenant on va commencer la balade dans le terrain des poiriers. Donc là on va y découvrir, donc sur ce terrain-ci, il y a environ 150 espèces d'arbres plantés. Il y a environ 75% de conifères et 25% de feuillus. Tout essentiellement en vraiment végétaux très très rares, donc pas courants, donc par les formes, par les couleurs, l'aspect. Ici, le but du terrain, c'est que toute l'année, on puisse s'y promener et qu'on ait des choses à voir. Parce que souvent, les jardins que j'ai déjà visités, c'est beau du printemps jusqu'à l'automne. On arrive en hiver et puis il y a moins à voir qu'ici. Il y a plein d'arbres qui changent de couleur en hiver. On a beaucoup de conifères qui attrapent des panachures de fou en hiver qui deviennent tout jaunes, d'autres qui restent vraiment d'un bleu intense. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ici, on va commencer par le premier, qui est vraiment, c'est un Cupressus notcatensis. Le cultivar, c'est Strict Waper. Donc c'est le plus étroit des Cupressus notcatensis qui existe. Donc la largeur adulte, c'est la largeur qu'on voit ici. Donc c'est maximum 40 à 50 cm de large. Il pousse naturellement, il va se flécher naturellement. Donc il peut atteindre 8 à 10 mètres de haut à taille adulte. Et c'est vraiment un arbre incroyable parce qu'on va profiter de la floraison des cônes mâles qui est vraiment argentée. Ici, qu'on voit vraiment bien le détail. Donc, est vraiment top. Et puis alors, on a vraiment les petits cônes femelles, des petites boules avec 5 petites pointes, qui elles sont vraiment bien colorées. C'est vraiment un arbre, même pour des tout petits jardins, c'est adapté parce que voilà, c'est une colonne, donc ça prend pas de place. Donc, même pour des petits jardins de ville, c'est pas dérangeant, ça fait pas d'ombre, donc c'est vraiment top. Après, ensuite, là, nous avons un des seuls pommiers que j'ai replanté ici pour le moment. C'est un pommier en fait à feuillage pourpre. Donc ici, le feuillage a reverdit en saison, mais il débourre complètement pourpre. Les fleurs sont rose mauve flash. Et la pomme est particulière, c'est une pomme rouge à chair rouge.
un peu acidulé, et c'est un pommier colonnaire aussi, dans le même esprit que le premier conifère. Donc ça veut dire qu'il pousse maximum à 3 mètres, 3,50 m de haut, et la largeur adulte, c'est aussi 40-50 cm. Donc c'est spectaculaire au printemps. Ici en été, cette année il n'a pas fait de fruits, mais aussi quand on a les pommes vraiment rouges vifs, et puis en automne il attrape vraiment des super colorations. C'est quelle variété? C'est Ballerina Red Leaf. C'est vraiment pas courant, et ça aussi la floraison, vraiment une fleur mauve flash, c'est mauve rose, c'est intéressant. Puis ici nous avons un pin sylvestre, mais pas n'importe lequel, c'est une sélection d'un ami finlandais, donc qui s'appelle Jean-Nicolas, donc c'est le nom de la personne qui l'a découvert. En fait, c'est un pin sylvestre qui va pousser, ils appellent ça un peu les formes serpent, donc c'est vraiment très peu de latéral, vraiment la couleur bleu intense, ça c'est vraiment, on la retrouve vraiment sur le pin sylvestre vraiment de Finlande, il est vraiment bleu intense, et en hiver il devient vraiment terne. Et la particularité des pins sylvestres de Finlande, c'est qu'ils gardent très longtemps leur cône. C'est pas comme chez nous, ils ne tombent pas nécessairement, donc ils restent vraiment accrochés sur la plante. Donc celui-là aussi, c'est l'aspect ici le long de l'allée, c'est des arbres très en colonne pour garder la vue sur le parterre. Donc ici vraiment étroit, des branches plic-ploc, vraiment un peu tortueuses, pleureuses, vraiment aussi un arbre top. Et puis après à terme, on pourra profiter d'une très belle écorce qui va vraiment bien se desquamer, donc l'arbre sera très graphique. Puis ensuite, là, on rentre dans les nains, vraiment très très nains. C'est un des plus petits pins noirs fastigiés nains, donc c'est vraiment une colonne. Adulte, ça fait 1,50 m de haut. C'est vraiment top aussi pour l'aménagement des petits jardins, même les jardins japonais, autour d'une pièce d'eau, ça peut vraiment être top. Donc lui, c'est la variété, c'est Pinus nigra frank. C'est vraiment tout petit. Puis là, c'est balai de sorcière, donc c'est une de mes créations. Donc c'était une mutation dans un pin sylvestre, donc un balai de sorcière que j'ai regreffé. Donc pour le moment, lui, il n'a pas de nom. Je l'appelle Esteban comme moi, mais il n'a pas encore de nom. Je serais de l'étudier, voir comment il pousse. Donc il a des aiguilles vraiment plus longues. Ici, c'est déjà une plante qui a déjà 7-8 ans. Donc on voit bien, la croissance est très lente. Et à terme, en fait, à mon avis, sa forme, ce sera vraiment un gros buisson d'1,50 m de diamètre sur 1,50 m de haut. On voit bien, il n'a pas une croissance rapide, il reste vraiment très buissonnant, il commence à s'écarter. Je trouve il est vraiment chouette, la couleur, très intense. Et comment tu fais pour créer des variétés ou des espèces comme ça En fait, on trouve, la plupart des conifères sont issus, en fait, c'est le balai de sorcière, donc c'est une branche qui mute sur l'arbre d'un champignon, qui va créer une boule. Parfois, les gens, ils pensent que c'est un nid dans l'arbre, mais faut bien regarder, non, souvent non. Et c'est ça qu'on vient regreffer, donc ici sur un pin sylvestre. Et donc, on va la fixer. Donc, ça veut dire que le plus dur, c'est la première génération à greffer. Souvent, on n'a qu'1 à 3 % de réussite quand ça vient de l'arbre mère à regreffer sur une jeune plante. Après, si je reprends des greffes de celui-ci pour regreffer, on va arriver à 70-80 % de réussite. C'est beaucoup plus facile. Mais ça, je ne sais pas comment ça s'explique. C'est une constatation faite après ici 7-8 ans de greffage, que la première génération est très compliquée. Et donc ici, après, on étudie la plante. Avant de lui donner le nom, il faut vite 8 à 10 ans d'études, voir comment elle réagit, comment elle va évoluer, parce que il y a parfois des gens qui découvrent une mutation, qui vont directement mettre un nom dessus, mais si la plante n'est pas étudiée, on ne sait pas comment elle va évoluer dans le temps. Donc c'est ça qu'ici, je vais juste appeler Stéphane, mais peut-être qu'à terme, il aura un nom plus précis en fonction de sa forme, sa couleur plus intense. Donc voilà pour ce sujet. Ici, nous avons une autre espèce de conifère, c'est du Pinus contorta pendula. Ça vient des États-Unis. C'est vraiment un pin montagneux très particulier, vraiment les gros bourgeons. Ça, c'est typique au Pinus contorta, d'avoir des grands bourgeons. Et lui, c'est vraiment une forme pleureuse, donc ça reste vraiment étroit. Ici, c'est déjà une plante qui a plus de 10 ans, donc ça pousse pas très vite. Il faudra encore quelques années avant qu'il atteigne une belle hauteur. Puis ici, on va montrer celui-ci, qui est une espèce type, donc pas un cultivar. C'est le Pinus lambertiana. C'est le pin qui fait presque les plus longs cônes au monde, donc il vient des États-Unis. Les cônes peuvent faire jusqu'à plus de 50 à 60 cm de long. Donc c'est vraiment, on l'appelle pain à sucre. Donc c'est un pain, dans son milieu naturel, il peut dépasser les 70 mètres de haut. Donc il pousse avec les séquoias aux États-Unis. On le retrouve vraiment sur la côte ouest. Et chez nous, il y a très peu de sujets adultes parce que de base, c'est un sujet très sensible à la rouille des conifères.
mais celui-ci est issu de souches qui ont résisté à la rouille, donc c'est vraiment plus résistant, et celui-ci aussi a réussi à s'acclimater ici. Parce que de base, la rusticité, c'est toujours un peu limite, mais celui-ci, c'est une plante que j'ai eu toute petite, elle faisait 10 cm de haut, et il a déjà passé plus de -15 sans souci. Ici, il commence à bien pousser, donc c'est top. Et j'espère un jour avoir des cônes, parce qu'en Europe, je pense qu'il y a qu'un ou deux arbres qui font des cônes, donc c'est vraiment pas courant. Puis derrière, là, nous avons, ça c'est très particulier aussi, c'est Pinus ponderosa pendula. C'est vraiment un pin, donc avec des aiguilles géantes. Sa forme est un peu bizarre, vraiment très peu de latéral. Et ça, c'est une plante adulte qui va faire 10 mètres de haut. Mais vraiment, c'est une colonne, hein. C'est vraiment une tour, donc c'est très, très graphique. Dans un jardin, ça apporte vraiment, je trouve, une touche au milieu d'un parterre, ou même dans des petits jardins, il convient aussi, parce que la largeur adulte, c'est maximum des branches d'1 mètre de long, mais très, très légères. Donc vraiment top. Et les aiguilles font vraiment un aspect un peu tropical. Donc ici, nous avons un hêtre. Lui, il vient de la forêt de Verzy en France. C'est le hêtre tortillard, donc on entend parfois parler. C'est vraiment des hêtres tout tortueux. C'est vraiment une mutation qu'il y a dans cette forêt-là. Et donc ça, c'est une greffe. Donc c'est une petite pousse qui a été prise dans cette forêt-là et qui a été greffée. Et donc on le voit, si on ne le tuteur pas, cet arbre-là, il rampe complètement. Et donc la particularité, c'est vraiment, en hiver, il est très graphique, et vraiment d'avoir une forme de branche toute tortueuse, et que c'est pas courant pour un hêtre d'avoir cette forme-là. Donc ici, nous nous trouvons au pied d'un séquoia, mais c'est pas le séquoia classique, c'est la variété viridis. C'est un séquoia vert clair, très léger. Donc l'avantage comparé au classique, c'est qu'il est beaucoup plus léger. On s'est planté aussi en dessous. Et donc lui, c'est une greffe que j'ai faite en 2016. Donc on voit le résultat, la plante pousse bien. Et c'est vraiment pas un cultivar très courant, parce que vraiment cette forme vert clair, on la voit pas souvent. Souvent le séquoia, on le verra plus en arrière-plan. Là, on a un autre sujet qui est plus foncé, qui est lui l'espèce type, que celui-ci est vraiment bien clair, vraiment top. Et donc ici, le but, parce que les poiriers existants, moi j'ai voulu tous les conserver, parce que c'est un patrimoine, c'est des arbres qui ont plus de 100 ans. Donc ça, qu'après les avoir restaurés complètement, c'était d'associer tous les vieux poiriers avec des conifères, d'autres feuillus, parce que le but, ça va de recréer des étages, des strates, un peu comme dans les forêts amazoniennes, qui a vraiment les arbres de bas étage, les arbres de moyen étage et les arbres vraiment dominants au-dessus. Donc tous les gros pieds mères dans les conifères, eux, je vais enlever les branches basses jusqu'à au moins 10 à 15 mètres de haut, pour permettre qu'ils soient au-dessus des poiriers, donc qu'ils ne les gênent plus. Parce qu'en moyenne, ici, les poiriers les plus petits font 8-10 mètres, le plus grand fait 17 mètres. Donc le but avec tous mes gros conifères, c'est qu'ils soient au-dessus, que les premières branches basses soient au moins à 17 mètres à terme. Et donc, ce qui est super important, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est qu'au pied de chaque plante, ici on ne le voit plus parce que j'ai retondu en mulching, mais j'ai du broyat, donc c'est les copeaux de bois. Donc vraiment pour favoriser les champignons, les mycorhizes, et permettre à tous les arbres de s'échanger les nutriments, parce que ce que le pin ou le séquoia va pomper dans le sol, va pouvoir le retransmettre au poirier. Le poirier, lui, ce qu'il a déjà pompé, va pouvoir se rééchanger. Et je pense que c'est ça le résultat, qu'ils aient si bien reparti après la taille. C'est le fait qu'il y ait eu beaucoup de mycorhizes, que j'ai quand même paillé pas mal avec des copeaux partout. C'est juste que l'herbe ici a bien repoussé, mais tout est paillé, tout est tondu aussi en mulching, vraiment pour faire de la matière organique, parce que sans matière organique, on n'a pas de sol. Donc c'est ça qu'ici, tout ce que je tonde, tout est remis au sol. Tous les branches basses de tous les arbres, le bois mort, tout est rebroyé sur place. Donc tous les déchets, les 100% des déchets du terrain sont recyclés, sont redonnés au sol. Donc je veux dire, je ne jette rien en conteneur, donc tous les branches sont broyées, les petites bûches qu'on voit au pied des arbres, c'est parce que c'était le bois des têtes, je l'ai laissé exprès pour les hérissons, les insectes colonisés, donc c'est ça qui reste des petits tas de bûches au pied de quelques arbres. Donc vraiment pour favoriser un maximum la biodiversité. On a certains poiriers équipés, comme celui-ci, il y a des nichoirs pour tout ce qui est les mésanges, certains étourneaux vont dedans. On a même plus loin, on le verra, il y a des nichoirs pour les chouettes. Et donc ça, c'est vraiment top. On se rend compte que, ici, il y a une vingtaine de nichoirs installés sur cette partie-ci de 5000 m². La moitié, souvent, sont occupés, au moins par une nichée, voire par 2 nichées par an. Donc c'est vraiment top. Et même depuis que j'ai replanté pas mal, je me rends compte qu'on a de plus en plus, surtout d'insectes, les oiseaux, ça a vraiment explosé. Parce que avec les bandes fleuries plus loin, ça a ramené pas mal d'oiseaux, surtout en période automnale, grâce aux graines.
Donc c'est vraiment génial. Donc ici, nous nous trouvons à côté d'un pin, c'est Pinus ixolfordiana. Donc c'est un hybride, il est croisé, donc ça veut dire en deux espèces. Donc il est croisé entre du Pinus ayacawit varvechi, qui est un pin mexicain, avec, donc ça c'était le pied mère femelle, et le parent mâle, c'est du Pinus wallicana. Et donc l'hybride a donné des très longs cônes. Donc ici, ça c'est un cône qui ne vient pas de ce sujet-ci, mais d'un autre sujet adulte en Belgique. Donc les cônes ici, ça c'est encore un petit cône, mais ils peuvent atteindre jusqu'à 50 cm de long, donc presque encore vraiment beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment des cônes spectaculaires. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ce pin-ci, c'est un des pins à croissance la plus rapide. On voit cette année, il a fait une pousse de quasiment 90 cm, mais par an, il peut prendre, une fois bien installé, 1,50 m par an. Donc ça veut dire qu'à 30 ans, moi j'ai déjà vu des sujets de 30 ans, ils font plus d'1 mètre de diamètre, ils font 20, 22 mètres de haut. Donc c'est des pins qui poussent très très vite. Et l'avantage aussi, ça ne fait pas des ombres massives. C'est pas comme un pin noir d'Autriche qui va nous faire une ombre totale en dessous. Ici, c'est vraiment, ça reste très très léger. Et il faut savoir aussi, les pins à grandes aiguilles, quand il pleut, toutes les aiguilles se referment le long du tronc. Donc ça veut dire que l'arbre laisse complètement passer l'eau en dessous. Ce qu'on ne pense pas, parce que parfois on se dit, on le voit comme ça, on se dit l'eau, comment elle va tomber jusqu'en bas. Mais quand il pleut, dans les 10 minutes que la pluie a démarré, l'arbre referme toutes ses aiguilles. C'est vraiment très particulier, c'est pour éviter aussi le poids, parce que faut imaginer quand on a des branches énormes, s'il laisserait toutes ses aiguilles dépliées avec le poids de l'eau, ça peut casser, hein, parce que ça fait vraiment beaucoup de poids. Plus quand il a les pommes de pin, parce qu'ici la pomme de pin vide fait 150-200 grammes, mais quand elle est remplie de résine, ça fait plus d'un demi-kilo. Donc quand il en a 10 ou 15 au bout d'une branche, ça fait vite beaucoup de poids. Donc ici, nous nous trouvons à côté d'un tulipier de Virginie. Donc lui, c'est l'Iriodendron tulipifera et c'est la variété Snowbird qui a vraiment le feuillage panaché de blanc. Donc ici, on le voit sur les toutes grosses feuilles. Donc c'est vraiment un cultivar panaché de fou qui adore le plein soleil. Donc souvent, les arbres à feuillage blanc et vert, on dit qu'il ne faut pas les mettre plein soleil. Celui-là, il adore le plein soleil. Donc ici, il est plein sud. Il n'y a aucune brûlure. Il avait un peu gelé au printemps parce qu'on a eu des gelées tardives. Donc on a eu 2 nuits à -1,5 vers le 15 mai. Donc ça a quand même fait du dégât, mais il est super bien reparti. Il lui a fallu 1 mois pour redémarrer, mais maintenant il est bien parti. Et c'est un arbre quand même à croissance rapide. Donc adulte, on peut vite obtenir une plante de plus de 10 mètres de haut sur 3-4 de large. Après, nous allons passer à un autre feuillu pas courant. C'est Quercus robur, donc le chêne pédonculé qu'on trouve chez nous partout dans nos forêts. Mais ça, c'est la variété Timuki. Donc c'est un chêne pourpre. Donc vraiment, plus il est au soleil, plus il deviendra pourpre. Donc au printemps, quand il démarre, il est verdâtre, plus verdâtre. Et puis plus il va être au soleil, plus il va devenir pourpre. Donc vraiment un feuillage, je trouve, ça tranche très bien avec le tulipier qui est panaché et blanc. Donc le but dans le terrain, c'est d'associer aussi les couleurs, de ne pas avoir tout qui est vert dans le même coin. Donc vraiment d'avoir du pourpre, du blanc et vert, du plus bleuté. Et donc celui-ci, c'est vraiment top. Il est un peu sensible ici avec l'humidité, c'est de l'oïdium qu'on a blanc sur les feuilles, parce qu'on a eu une année très très humide, mais sinon en règle générale, il se porte super bien. Et les glands sont de quelle couleur? Les glands sont pourpres, mais ici je n'en vois pas sur celui-ci, mais les glands sont pourpres. C'est vraiment... En fait, souvent les arbres, soit pourpres ou les arbres à feuillage panaché, par exemple, on le verra tout à l'heure sur un chêne panaché, les glands sont panachés. C'est vraiment particulier. En fait, souvent les fruits sont de la couleur un peu de l'arbre. Par exemple, j'ai un noyer pourpre de l'autre côté. Ici, cette année, il n'a pas fait de noix, mais les noix sont pourpres. Ici, nous nous trouvons à côté d'un Pinus pinea, donc c'est le vrai pin parasol qu'on trouve dans le sud de la France, en bord de Méditerranée. Sauf que celui-ci, c'est un cultivar, c'est la variété graciosa. Donc je pense qu'en Europe, il n'en avoir qu'un ou deux répertoriés. C'est vraiment une curiosité qui vient de Hongrie. Donc il a un port plus gracieux, il a une croissance moins rapide, les aiguilles sont plus courtes. Et donc, il a une rusticité excellente. Lui, il peut tenir jusqu'à -25 sans problème. Parce que parfois, le pin parasol, quand il est jeune, il est un peu sensible au froid, mais une fois installé, allez, je veux dire, un pin parasol classique peut prendre jusqu'à -20. Celui-ci, c'est -25 sans problème. Donc, on pourrait même l'installer en Ardennes. Et celui-ci, du fait qu'il a les aiguilles plus courtes, supporte mieux la neige. Parce que je sais, il faut y penser. Parfois, des arbres avec des grandes aiguilles, la neige, c'est problématique. Et donc, ici, l'importance aussi, quand on met des gros arbres, parce que moi, ici, le but, c'est que mes arbres mères soient très hauts. Donc, c'est de les former. Donc chaque année, je m'amuse à remonter 1 étage ou 2 étages par an pour en fait former les plantes sur 4 ou 50 pouces.
Donc une pousse, c'est un étage. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 et le 5e. Donc ici, il est formé sur 5 ans. Donc les branches qu'on voit en 5 ans. Et donc ça permet aussi de favoriser la croissance plus rapide de la plante. Le fait de l'avoir ébranché, souvent j'ébranche vers cette période-ci, donc fin juillet, début août, qui est vraiment la meilleure période pour les conifères, parce qu'en fait, ils finissent leur première pousse et beaucoup de pins plus méditerranéens ou exotiques vont faire une seconde pousse. Donc ici, on le voit qui commence depuis la taille à faire sa seconde pousse. Donc les bourgeons commencent à démarrer. Donc ici, ils ont déjà pris 3-4 cm sur une semaine. Donc ça, c'est vraiment top. Et aussi, ce qui est super important dans peu importe l'arbre qu'on plante, c'est de défourcher. Ça veut dire couper les doubles têtes. Ici, sur celui-ci, j'avais une tête dominante. On voit la play. C'est super important pour éviter des casses futures. Parce que parfois, on n'y pense pas. On se dit, la plante est jeune, ça va faire un peu bizarre, la déséquilibrer. Mais dans 20 ans, on est content d'avoir coupé la double tête parce que le nombre d'arbres que moi je vois parfois chez des gens dans des jardins qui se cassent avec une tempête ou avec des orages, c'est malheureux de perdre une plante qui a 30 ans parce que quand elle avait, on va dire, 10 ans, on n'a pas coupé au sécateur la petite tête. Et est-ce qu'on peut aussi consommer les pignons de pin, du coup, sur cette Oui. variété-là? Celui-là, les pignons de pin sont comestibles. Ici, mais on n'a pas encore fait. En fait, je supprime les. Ici, on voit, il y a un jeune cône en formation. Mais souvent, quand les plantes sont jeunes, je supprime les cônes pour favoriser justement la croissance de la plante. Parce que la plante, parfois, s'épuise à faire des pommes de pin. Mais ici, sur une jeune pomme, moi, je préfère favoriser les bourgeons que les cônes. Mais chez moi, j'ai déjà eu des cônes. Les pignons sont vraiment excellents. Et il faut savoir que tous les pins, tout genre pignus, même les petites pommes de pin, les graines, tout est comestible. On peut manger les graines sur tous les pins. C'est juste que sur un pin sylvestre, la graine, elle fait 3-4 mm, donc on n'aura pas grand-chose à manger. Que sur un pignon ici, on avait une graine d'1 cm, 1 cm et demi. Donc c'est vraiment intéressant. Et chaque pin, le goût est un peu différent. Chaque pignon, en fonction, le pignon ici du pin parasol aura son goût. Le pignon du Pinus olforiana aura un autre goût. Parce que ils ont vraiment un goût différent. Et donc ça aussi, c'est un aspect quand même pratique d'avoir plein des pins, parce que c'est quand même source de nourriture, malgré ça fait pas que de l'ornement, on sait quand même manger voilà, les graines, donc c'est vraiment top. Ici, nous nous trouvons devant un assiminier, donc le pao pao. Donc c'est vraiment un fruit qui a le goût entre mangue, banane, melon, c'est vraiment spécial. Ça vient vraiment du côté est des États-Unis, donc vraiment dans les zones plus marécageuses, plus humides, et surtout, il adore l'ombre. Donc ici, il est planté, il y a des arbres, on va le voir, ici il y a des arbres en arrière-plan, c'est vraiment parce que c'est une plante qui adore l'ombre. Il ne faut pas hésiter à la mettre plein ombre, et les fruits sont mûrs quand même très tard, donc c'est un avantage, donc c'est vraiment fin octobre, donc ça veut dire qu'on bénéficie de fruits mûrs en arrière-saison. Le seul inconvénient, c'est que le fruit ne se conserve pas. Donc à peine il tombe par terre, il faut le manger tout de suite. Mais sinon, au niveau du goût, c'est top. Et c'est très facile à reproduire, parce que vous semez les pépins du fruit, ça pousse vraiment tout seul. C'est juste aussi sensible au gelé tardif, il faut faire attention. Et il faut toujours en avoir 2 minimum pour la fécondation. Parce que si on n'en a qu'un, il ne va pas parfois se féconder. Parce que parfois, on vend dans le commerce des plants auto-fertiles, mais c'est toujours mieux d'avoir 2 ou 3 plantes. Parce que plus on en a, plus on aura de fruits. Parce qu'en fait, quand on a 2 arbres comme ça de la même espèce, on augmente au moins de 20 à 30% le rendement. C'est comme pour les poiriers. Avoir un poirier tout seul chez soi, en avoir ici plusieurs, on augmente de même 20, 30, voire 50% le rendement. Donc ici, nous trouvons à côté d'un Cupressus notcatensis. La variété, c'est Van der Acker. Donc c'est vraiment aussi un très très étroit, un peu plus large que Street Vapor qu'on a eu en début de vidéo. Donc lui, il fait 1 mètre, 1 mètre 50 de large. Mais quand on dit de large, c'est vraiment une branche latérale comme ici qui va un peu s'écarter. Mais naturellement, il va garder son port tout étroit. Il n'y a pas besoin non plus de le tutorer. Donc naturellement, il redresse sa tête au fur et à mesure qu'il grandit. Donc c'est aussi un arbre intéressant pour des petits jardins ou dans des aménagements. C'est incroyable parce que ça apporte vraiment une petite structure. C'est très graphique. Surtout en automne, quand il y a un peu les toiles d'araignée dessus avec le gif, c'est magnifique. Donc c'est vraiment une plante top. Et voilà, comme ici, elle prend pas beaucoup d'espace, donc on s'est encore planté pas mal autour. Donc c'est vraiment chouette. Donc ici, c'est un mélèze du Japon, donc Laris campheri, et c'est la variété Jacobsen pyramide. Donc c'est un mélèze fastigié, donc ça veut dire que toutes les branches montent vers le haut. Donc c'est vraiment aussi un arbre super graphique. Donc vraiment, niveau des aiguilles, du feuillage,
Et aussi, en automne, il a une coloration incroyable, il devient complètement doré. Et donc en automne, ça apporte vraiment une touche vraiment top au niveau de la couleur. Le bois aussi est intéressant, surtout en hiver, parce que le bois est un peu bleuté. Mais ça, c'est plus en hiver qu'on le voit. Et donc c'est aussi une plante à croissance quand même rapide. Donc il peut prendre vite 80 cm par an. Mais l'avantage aussi, la largeur adulte, voilà, c'est ici 1,50 m, maximum 2 mètres, mais c'est pas, comme on disait plus tôt dans la vidéo, c'est pas comme un pin noir qui va être massif. Donc on s'est planté en dessous, ça ne fait pas, à proprement dit, de l'ombre. Et j'ai peut-être une bête question, pourquoi le mélèze en fait perd ses aiguilles? Contrairement aux autres conifères qui gardent justement ces aiguilles. En fait, c'est le genre des mélèzes. En fait, ceux qui perdent leurs aiguilles, il y a les mélèzes. On a les taxodium, il y en a un petit plus loin. Les métaséquoias. Un genre plus rare, mais je ne l'ai pas encore planté ici, il est chez moi, c'est le Glyptostrobus. C'est un conifère en danger d'extinction en Chine, qui perd aussi son feuillage en hiver, qui est vraiment pas courant. Donc, il y en a quelques espèces comme ça qui perdent, qui sont caduques. C'est peut-être des adaptations avec leur milieu, je ne sais pas le dire ça. Donc ici, nous trouvons à côté de Pinus angelmani. Donc c'est un pin des États-Unis, donc vraiment à aiguilles géantes. Ici, les aiguilles ne sont pas encore adultes, mais normalement les aiguilles font presque 30 cm de long. Donc c'est vraiment un pin très massif, très spectaculaire, vraiment des grosses aiguilles denses. Et aussi, pas du tout courant. Je veux dire, en Belgique, il y en a quelques-uns de plantés, mais je veux dire, on va pas le retrouver dans toutes les collections. C'est vraiment particulier et je trouve que c'est un arbre très graphique, incroyable. Ça apporte vraiment une touche un peu tropicale du fait qu'il a des très grandes aiguilles. Et l'avantage aussi des pins avec des très grandes aiguilles, c'est le nombre d'insectes qui vont se cacher dedans. Donc souvent, pas à cette période-ci, mais au printemps, ils sont remplis de coccinelles, de larves de coccinelles et plein des petites araignées qui adorent aller se mettre dedans. Et même aussi pour les oiseaux, quand ils seront plus grands, pour faire des nids, c'est pratique parce qu'ils savent vraiment faire le nid dans la couronne. Et donc c'est vraiment un bel arbre, une belle pièce. Donc ici, nous trouvons à côté du Pinus coulteri. Donc voici son cône. Donc c'est pas le cône de cette plante-ci exactement, mais c'est un cône d'un autre sujet. Donc le cône, en moyenne, c'est un des pins qui fait les plus gros cônes au monde. Donc les cônes font de 1,5 kg à 3 kg. Donc ici, ce cône-ci fermé, il pesait quasiment 1,5 kg. Donc c'est vraiment un pin, il ne faut pas se trouver en dessous quand il perd ses pommes de pin parce que ça sur la tête, on ne le raconte plus. Et donc c'est un aussi avec des aiguilles très très grandes. Ici, il ne les a pas encore adultes parce que la plante est jeune, mais les aiguilles font aussi plus de 25 cm. Et donc c'est vraiment un arbre aussi très massif, on le voit déjà au tronc. C'est vraiment des gros pins aussi, côte ouest américain. Donc c'est vraiment... Là-bas, ils doivent même interdire les balades en forêt quand c'est la période que les cônes tombent parce que c'est vraiment très dangereux d'aller se promener dans les forêts de ces pins-ci parce que un sur la tête, c'est un peu dangereux. Donc ici, on se trouve devant le séquoia sempervirens, qui est l'arbre le plus haut du monde, à ne pas confondre avec le séquoia géant, qui lui est le plus large dans les conifères, mais le séquoia géant monte jusqu'à 90-95 mètres, voire 100 mètres. Celui-ci, c'est celui qui a été mesuré à 115 mètres, il me semble, le plus haut aux États-Unis. Donc la particularité, c'est vraiment le feuillage qui est différent du séquoia géant. Aussi l'écorce qui est super spongieuse comparée à du séquoia géant, vraiment, elle est vraiment molle. Et la croissance, c'est un arbre qui peut prendre 1,50 m l'année, voire 2 mètres quand il est bien installé. Et aussi une particularité, bon ici c'est parce que je les ai enlevés, mais il perce du tronc. Donc si même on le coupe à 1 mètre du sol, il va repousser. Il pousse même de la base, c'est parce que ici j'ai coupé les rejets, mais c'est un arbre, vous le coupez même à ras, il s'est repercé, et donc il a aussi la capacité de résister comme ça aux feux de forêt. Parce qu'actuellement il y a eu beaucoup de feux en Californie, bon, on voit 3 semaines après l'incendie, toutes les branches tombent, mais le tronc, peut-être toutes des nouvelles repousses. Donc c'est vraiment un arbre adapté aussi, avec tout le dérèglement climatique qu'on a, c'est un arbre qui supporte super bien la chaleur, les sécheresses, et qui adore aussi l'humidité. Quand on a beaucoup des périodes de pluie comme maintenant, on le voit, il a une belle croissance, il adore complètement. Et c'est aussi un arbre, là ici, il est planté en 2 poiriers. Le but à terme, c'est qu'ils soient au-dessus des poiriers pour vraiment les protéger, à terme, les poiriers des gelées tardives. Ici, c'est un robinier, c'est la variété Twisty Baby, donc c'est un robinier tortueux, mais sans épines. Donc ça, c'est bien, donc on ne s'embroche pas dessus. Et donc la particularité, c'est vraiment ce tronc tout sinueux. Et donc d'ici 10 ans, ça va faire un arbre très très graphique.
Ça peut quand même monter à 10-12 mètres de haut, mais ça reste très très léger. Et l'avantage de celui-ci, ben voilà, c'est ça, on n'a pas le problème d'avoir des épines partout. Et on a vraiment un feuillage aussi tout recrollé et très graphique. Et en hiver, ben on a l'aspect du bois qui est vraiment impressionnant. Et puis derrière, nous allons retrouver une autre espèce de pin, donc c'est le Pinus arizonica, aussi des États-Unis. C'est un pin très particulier, le feuillage peut paraître piquant sur la vidéo, mais il est super doux. Et vraiment, les aiguilles, les seuls pins où les aiguilles sont par 3, 4, 5, voire 6, c'est vraiment un peu aléatoire. Et aussi un pin de base, chez nous, il est donné presque comme non rustique, alors qu'ici, la plante a déjà subi du -20, il n'y a eu aucun problème. Ici, cette année, elle a eu un peu de la gelée tardive qui a un peu ralenti la tête, mais ici, il va commencer normalement une seconde pousse. Les bourgeons commencent à bien grossir, donc c'est vraiment top. Donc ici, nous nous trouvons à côté du Pinus ponderosa. C'est vraiment un des pins aussi ouest-américains on utilise énormément son bois dans l'industrie pour faire les maisons, les grosses poutres, parce que c'est un des bois les plus denses, les plus lourds. On ne se rend pas compte, mais allez, j'ai déjà coupé des branches sur des arbres plus adultes, ça pèse un poids vraiment comparé, c'est même plus lourd que du chêne. Et c'est un bois vraiment, allez, on voit, il pousse très bien droit, donc c'est un arbre vraiment pour faire des poutres. Naturellement, il va pousser très droit, une très très bonne croissance. Il faut, comme je fais, bien les brancher idéalement, comme ça alors on a des belles poutres sans nœuds. Et alors, on peut utiliser aussi, c'est comme dans tous les pins, quand on coupe les branches, on peut réutiliser toute la résine pour faire des huiles essentielles. La plupart, on peut vraiment utiliser toutes les gouttes de résine, vraiment que ce soit sur les pins. Et chaque pin aussi a une odeur différente. Les pins 3 aiguilles comme celui-ci ont une odeur, les pins 5 aiguilles c'est différent, les pins 2 aiguilles aussi. Donc on peut vraiment, ils ont quand même plein de fonctions. Si on pense souvent le conifère n'apporte rien, alors que ça apporte vraiment beaucoup de diversité. Donc ici nous nous trouvons à côté du Pinus sabiniana, qui est en fait un peu le cousin du Pinus coulteri, donc celui qui fait les grosses pommes de pin. En fait, il fait la même pomme de pin, mais plus compacte, donc les pommes de pin font aussi au moins 1 kg. Mais donc il a le feuillage vraiment plus bleuté, plus léger. Et c'est aussi un pin pas du tout courant en Europe, parce que souvent, on a plus facile à trouver des variétés dans les arbres que vraiment l'espèce type. Et donc celui-ci, vraiment, il fait plusieurs pousses l'année. On le voit ici, il a fini sa première, il commence sa seconde pousse. Donc c'est aussi des pins vraiment bien adaptés à nos étés très chauds, très secs, parce qu'ils adorent complètement avoir, où ils poussent sur la côte ouest en Californie, ils aiment bien avoir 40-45 degrés en été. Et puis en hiver, il pleut beaucoup, il neige. Et donc ça, c'est des pins vraiment bien adaptés, même pour chez nous. Ici, nous avons un Pinus ayacawit. Donc ayacawit, c'est un pin mexicain. Donc ici, on voit le cône aussi, c'est un long cône. Bon, ici, c'est une jeune plante, mais normalement, le cône fera plus de 30 cm. Et donc, on voit vraiment toute la résine qui coule. Vraiment que l'arbre donne à fond pour vraiment bien alimenter le cône. Donc, c'est aussi un pin à feuillage plus léger, mais ça devient aussi des grands arbres. On est vite sur les 25-30 mètres de haut. Ici, nous nous trouvons avec un autre pin mexicain, c'est Pinus stilesi. C'est aussi un pin un peu comme Pinus ayacawit. Il faut aussi des longs cônes, mais les cônes sont plus larges et vraiment aussi remplis de résine. Donc c'est vraiment pas aussi un pin très courant à voir chez nous en Europe. Et niveau rusticité, celui-ci a déjà pris plus de -15 sans problème. C'est une plante qui a déjà plus de 10 ans. Donc je l'ai eu tout petit et d'année en année, il a déjà bien poussé. Donc ici, nous nous trouvons à côté du Pinus alepensis, qui est un pin qui pousse vraiment sur le pourtour méditerranéen. Donc on le retrouve vraiment tout autour, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, côté français, Espagne. De base, on dit que chez nous, en Belgique, c'est limite niveau rusticité. Ici, il est issu de graines qui ont déjà poussé dans le froid. Donc ici, il a déjà pris plus de -15 sans souci. C'est des pins aussi qui font plusieurs croissances l'année. On le voit, il commence déjà sa troisième pousse. Lui, il a eu la première pousse jusqu'au premier bourgeon. Il a fait une toute petite deuxième et là, il commence une troisième pousse. Donc, c'est des pins qui peuvent pousser 2 à 3 fois l'année. Donc, c'est ça que parfois, il ne faut pas se fier aux étages. Parce qu'on se dit, un étage par an, ici, c'est faussé. Parce que vu qu'il en fait 2 par an ou 3, donc ici, c'est une plante qui a déjà environ 7 ans. Mais on le voit, elle fait déjà un petit 2,20 m. Donc, c'est vraiment top. Et ce que j'adore sur ce pin-là, c'est après l'écorce adulte, qui est vraiment une très belle écorce qui va vraiment bien se desquamer. On va vraiment avoir une écorce très graphique, un peu après un effet camouflage.
Et ça aussi, là, vu que je remonte les branches basses, bah, à terme, c'est de profiter de très belles écorces sur les arbres. Donc ici, nous trouvons à côté du Pinus luchuensis, qui est un pin qui pousse au Japon, vraiment à l'extrême sud du Japon. Donc c'est pas courant de voir des arbres, on va dire, vraiment du Japon ici. Donc lui aussi adapté parfaitement ici au climat, vraiment spécial, après avec une très belle écorce qui va commencer maintenant à vraiment tout avoir les desquamations vraiment top. Et ici une très belle croissance, vraiment un bourgeon très très blanc. Vraiment, ça c'est la particularité de celui-ci. Vraiment très blanc et quand même des très grandes aiguilles pour un pin à 2 aiguilles. Donc ici nous nous trouvons à côté du Pinus taeda, aussi un pin des États-Unis. La particularité, c'est vraiment plusieurs pousses l'année. C'est le pain, ils appellent ça pain jaune ou pain à encens, parce que je pense qu'ils récoltent parfois les aiguilles pour faire vraiment l'encens, les viandes fumées. Mais c'est vraiment un pain à croissance extrêmement rapide. Ça, c'est une plante que j'ai eue il y a 5 ans, elle devait être là. Donc 50 pouces, on a déjà quasiment par an, il peut prendre 50 à 1 mètre par an. Ici, nous trouvons au pied du Pinus radiata, qui a un des pins à la croissance presque la plus rapide au monde. Il peut faire parfois 2 mètres, 2 mètres 50 par an de croissance. Il a été planté massivement, surtout Nouvelle-Zélande, Australie, où on l'utilise en forêt, parce que ça fait des arbres de 90 mètres de haut. Donc c'est parmi les plus grands pins. Il ne perd jamais aussi ses pommes de pin, la particularité. C'est des petites pommes de pin qui ne souffrent qu'à des feux de forêt ou dans des grosses fortes chaleurs, mais elles ne tombent limite jamais. Et en Europe, c'est parmi les plus grands pins. On en retrouve beaucoup au Portugal, où ils font déjà plus de 60 mètres de haut. 60 à 70. Et donc ici, on le voit, la croissance d'1 an, quand on voit l'entrée-étage, c'est impressionnant. Et aussi, il fait 1 à 2 pouces par an. Donc il faut se dire que parfois, un étage, c'est presque 1,50 m, voire 2 mètres. Donc ici, on se trouve devant le Pinus masoniana, qui est un pin chinois. Vraiment, lui, sa particularité, ça va être une écorce qui va vraiment se desquamer, donc il va vraiment perdre des morceaux d'écorce, il va vraiment avoir des coloris différents. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est la couleur de son bourgeon, qui est vraiment très très claire. Et sa particularité, c'est quand il pousse au printemps, le bourgeon peut s'allonger jusqu'à 30 cm sans aiguille, et puis les aiguilles vont apparaître. C'est ça qu'on retrouve vraiment une partie nue sans aiguille, et puis vraiment les aiguilles, avec un bois légèrement bleuté, et vraiment un gros bourgeon très très particulier. Ici nous avons un Pinus Thunbergii Aochamatsu. Sa particularité, c'est qu'il pousse vraiment avec un feuillage panaché de manière aléatoire. Donc ici on a la moitié de la nouvelle pousse qui est panachée, l'autre moitié est verte. Adulte, ça fait une petite plante de 5-6 mètres de haut sur 2-3 de large. Et ici on le voit, on a un cône presque albinos. Comme on parlait tantôt, que les fruits sont... Vu que le cône ici a poussé du côté jaune, le cône est jaune. S'il aurait poussé du côté vert, il aurait été vert. Donc c'est vraiment particulier. Donc ici on se trouve devant le Pinus morisonicola, qui est un pin endémique de Taïwan. Donc vraiment aussi particulier, vraiment avec des aiguilles quand même assez courtes, mais quand même vert bleuté. Ça fait, en milieu naturel, ça fait des grands arbres, mais souvent, parfois, les grands arbres en milieu naturel, chez nous, en Belgique, on n'aura jamais, par exemple, en milieu naturel, il est annoncé comme 30 mètres de haut. Si chez nous, il fait 10-12 mètres de haut, je serais content. C'est vraiment très, très particulier. Et niveau rusticité, là, je serais de le tester. Donc, il a déjà pris actuellement jusque -12, -15. Donc, c'est à voir plus froid, mais pour le moment, il se porte super bien. C'est aussi un qui fait plusieurs pouces l'année, qui a quand même une croissance assez rapide. On voit parfois un étage peut faire 40 cm. Donc, c'est vraiment top. Ici, nous nous trouvons devant un chêne d'Amérique. C'est un semis de la variété Aurea, donc à feuillage doré. Donc, toutes les jeunes pousses et tout le feuillage est vraiment doré toute l'année. Donc, adulte, ça fait vraiment de très grandes plantes, jusqu'à 20-25 mètres de haut. Mais au moins, comparé à un chêne d'Amérique vert classique, ici on a vraiment un feuillage doré, donc il faut imaginer à adulte une grande plante bien dorée, avec le bois vraiment plus rouge, vraiment bien doré. Et donc ça apporte vraiment une touche de couleur en arrière-plan avec les autres plantes devant. Donc ici on se trouve à côté du platane Sutneri, la variété. Donc c'est un platane avec un feuillage de couleurs, vraiment panaché vert et blanc. C'est vraiment particulier, c'est un des seuls platanes qui va vraiment attraper après une écorce complètement blanche. On le voit ici, il aurait de la perdre. Donc elle est vraiment blanche, presque comme un bouleau à terme. Et donc c'est vraiment
Il faut imaginer tout l'arbre vraiment avec une écorce comme ça, et puis le feuillage, profiter d'un feuillage de couleur. C'est pas courant d'avoir des feuillus avec des grandes panachures comme celui-ci. Donc ici, on se trouve à côté de Pinus pinaster mimizan gold. En fait, c'est issu d'un semis dans une forêt, dans les Landes, un semis qui avait 2 couleurs, qui commence à pousser en forêt. Et donc, c'est un ami qui l'a regreffé. Et donc, ça qu'on obtient vraiment un arbre avec un feuillage 2 couleurs et avec des branches complètement albinos. Les branches ne brûlent que dans la 2e année. Donc ici, le feuillage ne va pas brûler pendant tout l'été. Par contre, au printemps suivant, quand il va refaire sa seconde pousse, il va brûler. Mais donc, on a vraiment une panachure et un bois. C'est vraiment une couleur incroyable. Et ça qu'ici, il est mis un peu comme pièce centrale dans ce parterre-ci, vraiment pour envoyer du peps. Et vu qu'il est panaché toute l'année, même en hiver, quand il y a un peu de neige au pied et qu'on a des reflets avec le soleil, c'est incroyable. Ici, nous avons le Sequoia sempervirens, la variété Adrespa, qui est souvent donné comme naine en pépinière, alors que ça fait réellement un arbre qui peut aller à 15-20 mètres de haut. J'ai déjà vu des gros sujets, et sa particularité, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus bleu que l'espèce type qui est vert. Et toutes les secondes pousses, et les pousses sont entièrement blanches, blanche crème. Et donc ici, le sujet commence à bien se flécher, donc c'est vraiment la couleur incroyable. Et on profite toute l'année de cette couleur. Donc c'est vraiment un arbre, ça envoie toute l'année. Et puis surtout, quand on a des lumières, comme des journées même grises comme aujourd'hui, ça apporte vraiment de la couleur au jardin. Donc ici, nous nous trouvons à côté du Pinus gregi, qui est aussi un pin vraiment ouest américain, Mexique. Sa particularité, c'est qu'il a le feuillage super doux et aussi que c'est un pin à croissance très très rapide, donc il peut faire 3 à 4 pouces l'année. Donc ici, cette année, il a déjà fait 1, 2, 3 et là, il commence la 4e pousse. Donc c'est un pin qui pousse quasiment tout le temps. Donc ça aussi, il ne faut pas se fier aux étages, dire qu'il a 1, 2, 3, 4 ans, non. Ça va. Ici, c'est une plante qui doit avoir, à partir du piquet jusqu'au-dessus, c'est environ 2-3 ans de pousse. Donc ici, nous nous trouvons à côté du Pinus sudacensis, qui est un pin qui pousse vraiment dans les montagnes en Turquie, vraiment de ce côté-là, vraiment l'opposé, vraiment le bout de la Méditerranée. Il n'est pas encore vraiment étudié, il n'y a pas encore beaucoup de données dessus, niveau rusticité. Donc ici, moi, je suis en train de le tester. Donc il a tenu, ici, je l'ai pris du -17, -18. Il a une croissance très rapide, il fait plusieurs pousses l'année. Donc on le voit à la croissance d'1 an, ici, il a déjà plus de 60 cm. Et sa particularité, c'est vraiment une écorce qui va aussi se desquamer un peu en mode camouflage. Ici, il commence, mais dans quelques années, ce sera vraiment un peu camouflage militaire. Donc ici, nous nous trouvons devant chêne pédonculé, donc c'est Quercus robur et c'est la variété Argenteum marginata, donc vraiment un feuillage panaché, donc les fruits sont panachés aussi, et vraiment avec un feuillage 2 couleurs. Ça, à 2, ça fait des plantes de 8-9 mètres de haut, ça reste plus léger. Souvent, les arbres à feuillage panaché sont moins grands que l'espèce type parce qu'ils ont moins d'énergie du fait qu'on a plein de boue sur les feuilles sans chlorophylle. Donc ici, on va un peu parler du greffage des conifères. Donc ici, on a greffé une variété naine de pin sylvestre. Donc ici, on a le porte-greffe à pied mère de pin sylvestre classique. Et on est venu greffer, intercaler dessus une petite greffe. Et dès que celle-ci a prise, on a coupé au-dessus le pied mère. Et donc ici, c'est déjà une plante qui a environ 6-7 ans. Donc on voit la croissance, c'est vraiment en un. Ici, pour exemple, on voit un autre épicéa, le même principe, qu'on a laissé ici le pied mère au-dessus. On voit que la croissance est vraiment lente. Ça, c'est des plantes qui ont déjà 7 ans. Ça pousse de même pas 1 cm par an. Et le plus compact, il y a un peu de mauvaises herbes, c'est celui-ci. Lui, c'est environ 3-4 mm par an. Donc la petite boule qui est là a déjà 10 ans. Donc c'est vraiment d'une très très nain. Puis nous avons d'autres greffes un peu plus grandes. Là, c'est une autre greffe de pin qui est venue souder. Et là, on voit c'est vraiment différent. Là, on a aussi des greffes dans les nains. On voit greffer sur tige. Donc ça, la largeur adulte, quand on greffe du nain, c'est environ 30 cm. On laisse pour le moment des tiges du pied mère. C'est juste pour tirer la sève vers le haut. Parce que sinon, si on coupe tout, parfois, la tige n'arrive pas à grossir et à s'alimenter. Et donc souvent, dans les greffes, voilà, ici dans les tablettes, on a des pieds mères en arrière-plan, mais on a plein des greffes de tout âge. Il y a des plantes qui ont déjà 7-8 ans, des plantes qui ont, voilà, ici il y a des petites balais de 9-10 ans, certains. Donc, et quel est le type de greffe et sur quoi tu greffes, quand tu greffes
Tout le conifère, moi je le greffe de mi-février à mars, donc sous des petits tunnels, où il faut, ça dépend, parfois chauffer pour avoir minimum 10-12 degrés. On peut aller jusqu'à 15 degrés. Plus on chauffe, plus ça se soude vite, mais parfois se souder trop vite, ça casse. Donc c'est pas top. Et surtout, il faut une bonne humidité, mais pas trop d'humidité parce que la pourriture arrive très vite. Et si on a de la pourriture, on perd tout. Et donc il faut bien respecter, par exemple, un pain sylvestre va se greffer sur du pain sylvestre, le pain noir sur du pain noir. Et il faut bien respecter les associations de plantes. On peut pas, comme on dit, mettre un chien sur un chat, ça marche pas. Je veux dire, on peut quand même aller dans d'autres espèces. Par exemple, les pommes, on est obligé de rester sur des pommes, les poires sur des poires. Mais dans les pins, par exemple, les petits pins nains, par exemple, on pourrait mettre du sylvestre sur du porte-greffe de Pinus uncinata. On pourrait le mettre sur du pain noir ou du pain sylvestre. On a quand même parfois plusieurs choix, mais pas tout le temps. Donc, vous pouvez me retrouver donc, sur ma page Facebook, le jardin de Fleur et Estevan. Donc, il ne faut pas m'hésiter à m'envoyer des messages en Messenger si vous voulez venir voir le terrain. Je publie quand même énormément des arbres qui se trouvent sur le terrain. Donc, à chaque fois, sur toutes mes publications, vous avez le nom latin des plantes. Comme ça, vous savez les retrouver facilement si vous voulez les acheter en pépinière ou voir des informations dessus. Et n'hésitez pas à aller liker la page. Salut les permapotes, à bientôt.